Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie dans votre émission La Voix est libre. Internet et les réseaux sociaux sont-ils des pièges dont les adolescents sont les premières victimes? La question est plus que jamais d'actualité après la révélation de deux affaires en Normandie qui ont créé une vive émotion. Le suicide d'une adolescente de 15 ans à Lisieux dont une photo intime avait été diffusée sur des smartphones. Et puis, autre affaire cette semaine, celle du procès de cet éducateur sportif qui s'est livré à une corruption de mineurs en se faisant passer pour une jeune fille sur la toile. Notre but dans cette émission n'est pas de juger, mais simplement d'essayer de comprendre, de mieux sensibiliser, de prévenir également. Pour en parler, Élodie Fragot, bonjour. Vous êtes juriste, spécialiste de ces questions et correspondante de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Jeanvresse, vous êtes pédopsychiatre à la Maison des adolescents à Caen, bonjour. Bonjour. Jean-Marie Agnès, vous êtes avocat spécialiste également de ce genre d'affaires. Vous avez défendu 13 des 17 victimes de l'affaire de Lisieux cette semaine. Bonjour. Et puis madame, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de témoigner. Vous êtes mère de famille et votre fils fait partie des victimes également de cette affaire de cyberharcèlement sur Internet. Avant de vous laisser la parole, ce dessin de Chonu. Bonjour Chonu. Oui, bonjour Franck. Alors, elle s'appelle Ophélie, elle a 17 ans et elle est fan de Justine Bieber. Eh bien, pas du tout. Il s'appelle Jean-Claude, Robert, et c'est un prédateur qui chasse sur la toile. Et on va évoquer effectivement ce sujet, en sachant que nous ne sommes pas là pour évoquer cette affaire qui a été très médiatisée, mais essayer de comprendre justement comment les parents, comment les adolescents, comment les enseignants, les éducateurs peuvent réagir, comment on s'adapte au monde d'Internet. Je vous propose de commencer cette émission par le témoignage d'un des jeunes qui a été victime de cette corruption sur Internet. Je vous propose de l'écouter justement. Tu as été victime d'un cyberharcèlement, c'est comme ça qu'on dit, de la part d'un adulte qui se faisait passer pour une fille, c'est ça? Oui, pour une jeune fille, tout à fait. Donc ça commence sur Facebook avec une simple invitation d'un profil féminin, à savoir Marion Hamel. Et puis une discussion s'engage. On se sent obligé de répondre parce qu'une fille nous aborde, donc c'est sympathique. Et puis comme tous les enfants à peu près de cet âge, on commence à parler sexe. Et jusqu'au soir où on nous demande d'allumer notre webcam et là de nous masturber, tout simplement. Une fois que c'était fait, la soi-disant jeune fille nous demandait de recommencer sous peine de voir notre vidéo, la vidéo de notre masturbation publiée. Donc le harcèlement part de cette base-là. Et à quel moment tu t'es rendu compte que derrière l'ordinateur, de l'autre côté, ce n'était pas une jeune fille, mais que c'était un adulte? J'ai eu quelques suspicions au début, parce que je parlais à cet adulte sous son vrai nom, sous son vrai profil sur Facebook. Et je me suis rendu compte que c'était la même fréquence, les mêmes fautes d'orthographe qui revenaient, à savoir des messages très, très courts, très, très rapides, écrits très rapidement. Mais je ne me doutais pas, j'étais pas sûr à 100% que c'était cette personne-là, quoi. Parce que c'était quelqu'un que j'estimais, c'était quelqu'un qui faisait partie de ma vie, donc je pensais pas du tout à ça. Est-ce que tu as pu en parler à l'école avec tes copains? Ouais, une fois que je me suis fait piéger, je voulais pas que ça les touche eux, donc j'ai essayé de faire de la prévention. Ce que je pensais normal, ce que je pense toujours normal. Et donc on a pu en discuter, maintenant ils connaissent les dangers, parce que forcément quand c'est quelqu'un qu'on connaît, qui est très proche, qu'on connaît, on est toujours affecté. C'est plus parlant qu'un livret qu'on nous donne à l'école ou d'une intervention extérieure. Donc eux sont avertis et eux connaissent l'histoire. Et tes parents, à quel moment tu les as alertés que de l'autre côté de la webcam, il y avait peut-être quelqu'un qui avait des intentions contestables? Je les ai jamais alertés. Par contre, un soir de harcèlement, j'ai été voir ma mère, j'en pouvais plus, j'avais les larmes aux yeux et je lui ai dit dis à cette fille d'arrêter de me harceler, j'en peux vraiment plus, ça dure depuis trop longtemps. Et c'est la première fois que ma mère en entendait parler. Voilà, un témoignage recueilli cette semaine. Encore une fois, pas question pour nous, au cours de cette émission, de nous substituer à la justice, puisque le jugement sera rendu le 26 avril prochain. Mais c'est une affaire qui pose la question des dangers des réseaux sociaux. Je rappelle que 17 adolescents qui avaient entre 11 et 14 ans à l'époque ont fait l'objet d'un chantage pervers sur Internet de la part de celui qui était leur professeur de basket. Madame, bonjour. Bonjour. Votre fils fait partie des victimes. Comment, pendant 4 ans, on peut ne rien voir?
Déjà, les enfants, les adolescents, donc, ont leur ordinateur, tchatchent entre copains, bien sûr. Ils ont des amis, hein, on n'est pas non plus... Il y a une question de confiance. Et puis, ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que ce soit, en fait, leur entraîneur sportif. Donc, la plupart du temps, ces pervers, en fait, se cachent sous des profils de jeunes filles. Donc, ils commencent à nouer contact amicalement. Et puis, ça dure des semaines, ça dure des mois. Et ils instaurent un climat de confiance. Et une fois qu'il y a confiance, la confiance est installée. Donc, ils leur demandent de pratiquer des actes sexuels en disant que bien sûr qu'elles en feraient de même. Et vous avez remarqué, en fait, durant ces 4 ans, parce que la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut être, excusez-moi, dans la pièce d'à côté et avoir un enfant qui est sur Internet, sur les réseaux sociaux, en train de discuter avec quelqu'un qui a des intentions contestables. Déjà, on n'est pas toujours avec les adolescents. On travaille. Le soir, lorsqu'ils montent, ça peut être sur un téléphone portable, ça peut être sur une tablette. Et il est vrai que même s'il peut y avoir un contrôle parental, que ça soit humain, en les prévenant, parce les enfants, ils sont prévenus. Toutes les familles, aujourd'hui, préviennent leurs enfants des risques. Mais on n'est pas toujours derrière eux. Lorsqu'ils sont à l'école, il y a les téléphones portables également. Mais voilà, je pense que la prévention aujourd'hui passera mieux par des ados qui ont pu vivre cette expérience malheureuse que des parents. Patrick Jean-Fraisse, vous êtes pédopsychiatre à la Maison des adolescents à Caen, je le disais. La question qu'on se pose, c'est comment, encore une fois, des parents peuvent ne rien remarquer Je vais tenter de dire, et puis je vous écoutais attentivement, madame, parce que je comprenais très bien, effectivement, que ça puisse passer inaperçu autant de temps. Vous le savez, une des premières revendications des adolescents auprès de leurs parents, c'est de leur demander de frapper à la porte de leur chambre avant d'entrer. À l'adolescence, la chambre devient le lieu particulier de l'intimité. Et quand les parents rentrent dans la chambre, c'est effectivement comme s'ils entraient dans leur antre ou dans leur grotte intime. Et c'est dans leur chambre que leur intimité, et notamment l'intimité sexuelle, se développe. Alors c'est de cette intimité-là dont il était question au travers des réseaux sociaux, de cette manipulation. Et on comprend bien combien les adolescents qui sont aux prises avec le développement de leur intimité ont tant de mal à en parler avec leur entourage. Alors, je vous propose d'écouter à présent Claude Marant-Gombard. C'est l'avocat de cet éducateur poursuivi pour cybercriminalité, près de 17 adolescents. Pour lui, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que ça participe au débat. Il ne faut pas faire le procès d'Internet et des réseaux sociaux. Écoutez-le. C'est normal que la justice passe, c'est normal qu'il rende des comptes pour ce qu'il a fait, mais je crois qu'il faut garder un certain bon sens, une certaine mesure à cette affaire, et c'est ce que j'attends. Après, que l'on en tire un certain nombre de conclusions, notamment sur les risques d'aller parfois avec trop de légèreté sur Internet, aussi peut-être sur le plan éducatif, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que les enseignants, qu'est-ce que la société doit apprendre aux plus jeunes pour qu'ils se gardent aussi d'un certain nombre de dangers sur Internet, d'évidence. Mais en tout cas, ce n'est pas le procès d'Internet aujourd'hui. C'est d'évidence le procès d'un homme, et uniquement pour ce qu'il a fait, rien d'autre. C'est le procès d'un homme, ça n'est pas celui d'Internet. Jean-Marie Agnès, vous défendez, je le disais au début de cette émission, 13 des 17 adolescents dans ce procès. Vous êtes d'accord avec ça, justement ? Alors, même si j'étais son adversaire, et à mon confrère qui vient d'avoir la parole, et que je ne partageais pas l'analyse qu'il a faite sur les faits et la nature de la commission des faits, une émission contradictoire. Et je rebondis sur ce qu'il a dit, à savoir que ce n'est pas le procès d'Internet, c'est une évidence, mais de ceux qui utilisent Internet et des problèmes que cela pose au niveau des contrôles, des limites, etc. Ça, c'est un aspect des choses qui mérite d'être développé au niveau de la prévention. Et quand la prévention n'a pas marché, quelle est la réponse qui peut être donnée judiciairement, éventuellement, socialement aussi. Et quand je dis judiciairement, c'est pas seulement sur le plan pénal. Il y a d'autres volets qui peuvent être actionnés. Alors, on va préciser, simplement pour être tout à fait complet sur ce dossier que l'on évoque ce midi, que le procureur
a demandé, c'est un réquisitoire, le jugement sera rendu le 26 avril prochain, une peine de 10 mois de prison avec sursis. C'est Non, cela? Non, non. Si. 18 mois de suivi socio-judiciaire, avec à la clé, si ce n'était pas respecté, 10 mois ferme. Je corrige quand même, hein, c'est une nuance. Hein. Alors, c'est une précision, mais bon, vous aviez regretté, madame, justement, que le procureur ne prononce pas tout de suite une peine de prison? Alors, les enfants, enfin les adolescents maintenant, c'est vrai que pour qu'ils puissent se reconstruire, beaucoup ont pleuré à la sortie, auraient voulu une sanction exemplaire de prison ferme. Pas forcément sur des années ni des mois, mais voilà, que ça serve d'exemple. Maintenant, c'est vrai que ça a été un chantage, parce que vous dites comment on peut ne pas se rendre compte que nos enfants vivent ça. Mais les enfants, même s'ils viennent vous voir en vous disant qu'ils sont harcelés par une jeune fille, c'est très délicat au départ d'aller voir ses parents et de leur dire, voilà, j'ai fait ça. Il y a un sentiment de honte. Et puis, la peur, puisque soi-disant que les pervers, souvent, pour que les enfants, les ados recommencent, menacent, là en l'occurrence, c'était menacé de diffuser la vidéo. Donc en fait, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si je parle, je n'utiliserai plus Internet et ma vidéo sera diffusée. C'est dramatique. Alors, Élodie Fragot, vous êtes juriste, vous êtes également correspondante de la CNIL. On va expliquer ce que c'est. Une nouvelle fois, c'est la Commission nationale informatique et liberté qui réfléchit justement sur la meilleure façon de faire de la prévention, d'alerter les parents, les adolescents. On a entendu tout à l'heure ce jeune dire « J'ai compris que très tard, que c'est un adulte qui se cachait derrière la webcam ». La question, c'est est-ce que les parents doivent contrôler les ados? Est-ce que c'est à eux de le faire? Alors, on entendait madame qui disait on ne peut pas rentrer dans la chambre de l'adolescent comme ça. non, c'est sûr que, bon, après, c'est pas forcément évident. Maintenant, là, je vais revenir à des fondements très juridiques qui concernent l'autorité parentale, qui constitue un ensemble de droits et de devoirs pour que nous protégions nos enfants. Mais bon, je sais que c'est pas non plus toujours évident de le faire, parce que où se situe, notamment avec les ados, la juste frontière entre surveiller les relations avec les tiers et respecter son intimité et sa vie privée. Et je crois que là, j'ai pas la réponse. Voilà, Qu'est-ce mais que vous conseillez, Patrick Jeanbrel, justement? À quel moment est-ce que les Effectivement, parents doivent intervenir? Effectivement, là, je crois qu'on est dans un paradoxe primaire, c'est-à-dire les parents doivent protéger leurs enfants et en même temps, ils doivent leur laisser le champ pour s'épanouir, y compris pour épanouir leur intimité. Donc, vous voyez effectivement que c'est un tiraillement comme ça sur le plan de l'éducation parentale. Ce que je conseille à tout le moins aux parents, c'est non pas d'être intrusif, non pas d'être hyper contrôleur, parce que ça n'a pas de vertu. Et je crois que ça renforce encore la défiance qu'ont les adolescents et la difficulté qu'ils ont à se confier auprès de leurs parents. Alors, c'est pas de ça dont je pourrais donner des conseils, mais plutôt aux parents, de repérer des petits signes, d'essayer d'être attentifs à des petits signes de changement chez leurs adolescents. Alors, comment libérer, justement, cette parole des adolescents, leur permettre d'échanger avec les parents, les enseignants également? On va écouter un nouveau témoignage. C'est un jeune qui avait 11 ans quand lui aussi s'est fait piéger sur Internet. Je vous propose de l'écouter. Tu as aujourd'hui 14 ans. Ouais. Tu as été victime de cyberharcèlement de la part d'un adulte sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi tu veux témoigner? Je témoignais parce que pour que le plus de monde le sache et pour pas que des garçons de mon âge se fassent piéger pareil que moi. Qu'est-ce que tu auras envie de dire justement aux jeunes qui pourraient être comme toi victimes de harcèlement sur Internet ou de diffusion d'images qui touchent à leur vie privée? Ça peut être par un adulte, ça peut être par un autre adolescent. Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils fassent très attention et que qu'ils se méfient des personnes avec qui ils ont contact. On n'en parle pas assez à l'école? Non. Ils nous en parlent, mais vite fait, quoi. Et toi, aujourd'hui, est-ce que ça a chamboulé ta vie, on l'imagine? Est-ce qu'on arrive à oublier au fil du temps? Mais après, ça restera toujours dans notre tête. Après, on essaie de faire avec. Alors, on essaie de faire avec. Élodie Fragot, vous intervenez, je le disais, à la Maison des adolescents à Caen.
Comment on réagit quand on a un enfant comme cela qui vient se confier? Quelle réponse on lui donne? Alors, on va déjà accueillir sa parole, recueillir ses émotions, voir si on continue avec lui tout seul ou si, au contraire, on associe ses parents. C'est souvent le cas. Parce que je pense qu'on est un petit peu sur, on va dire, un triptyque, c'est-à-dire libérer la parole, c'est une première chose. Et après, comme l'a rappelé le docteur Jean Bresse, on est d'abord et avant tout sur le champ de l'éducation. C'est-à-dire qu'il convient d'éduquer, je parlais éducateurs au sens large, les professionnels, les éducateurs parents, et éduquer aussi les enfants. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Et puis, la dernière chose, c'est de protéger quand vraiment on est sur des faits de harcèlement ou simplement d'atteinte à la vie privée, parce qu'il y a aussi parfois simplement les sextings qui permettent d'atteindre de manière très ponctuelle quelqu'un. Là, on va être sur d'autres démarches éventuellement plus répressives, mais on commence déjà par travailler la prévention. Alors, travailler la prévention, on va l'évoquer dans un instant. Simplement, je voulais citer ce chiffre. Il y a 2,5 millions d'adolescents qui surfent chaque jour sur Internet et sur les réseaux sociaux. Rien qu'en France, les messageries instantanées comme Snapchat ou WhatsApp ont la cote. 42% des ados utilisent ce genre d'application avec les dérives que l'on peut connaître. Au regard d'affaires comme celle qui a été très médiatisée il y a quelques jours à Lisieux avec cette jeune de 15 ans, comment éviter que ça se reproduise justement? Maître Lagnès, comment on aménage la loi? Qu'est-ce qu'on change? Alors, on part déjà de la loi telle qu'elle existe. Il y a de multiples textes qui permettent, du moins de multiples textes, un certain nombre de textes qui permettent de réagir au point de vue pénal. Il y a celui que vous avez évoqué tout à l'heure pour l'affaire en question, puisque le fait d'avoir commis ces faits par les réseaux électroniques au sens large comme intermédiaire, et ça aggrave la peine encourue, puisque cela peut aller jusqu'à 7 ans. Mais on a l'impression, excusez-moi, maître, je vais m'adresser à Patrick Jean Bresse, que les adolescents ne sont pas au courant de cela, de la gravité de leurs actes. L'un ou l'autre, allez-y. Patrick Jean Bresse. Oui, je veux bien dire un mot là-dessus. Effectivement, les adolescents, ils sont, comme on disait d'Obélix, ils sont tombés dans le numérique quand ils étaient petits. Le numérique, c'est leur bain quotidien. Donc, ils n'ont pas. Ils ont avec le numérique une drôle de relation. C'est une relation qu'on appelle intimité-extimité. C'est-à-dire, ils n'ont pas de retenue à exposer leur intimité dans l'extimité, sans se rendre compte qu'ils exposent leur intimité au monde entier. C'est comme si les adolescents écrivaient leur journal intime, mais sur les réseaux sociaux. Et sans avoir la conscience que une fois que c'est pris par un autre, c'est pris pour toujours et ça ne peut pas s'effacer. Et c'est d'ailleurs ce qui est aussi formidable pour les adolescents. C'est l'aspect extrêmement positif des réseaux sociaux. L'avocat en parlait tout à l'heure, en disant en substance... Toutes nos évolutions technologiques, ça n'est jamais que des outils qui sont maniés par les hommes. Il y a toujours des hommes derrière. Enfin, c'est un petit peu en substance ce qu'il disait. Alors, les adolescents n'ont pas la conscience, effectivement, de l'utilisation perverse ou pervertie qu'on peut faire de leur message. Oui. Il y a une petite chose que j'ai pas redite tout à l'heure, quand même, c'est sur le site, c'est les derniers chiffres du site e-enfance. 92% des 8-17 ans qui dialoguent actuellement sur Facebook le font sous leur propre identité. Donc il n'y a même pas de barrière ou de protection en utilisant un pseudo. Madame, est-ce que votre fils a changé la manière d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui depuis cette affaire? Oui. C'est-à-dire? Il partage juste, en fait, ce qui peut être mis, des petites choses, en fait, parce que je me suis mis aussi à Facebook, du coup, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Et donc, je dis pas qu'il a peut-être pas un autre profil à côté, je sais pas. Mais maintenant, il est très méfiant. Et c'est vrai qu'il partage simplement des petits trucs, je dirais, sympas. C'est pas... Il y a toujours cette crainte, sachant qu'en plus... Il vous en parle?
Oui, de toute façon, on a toujours été très ouvert. Hein. Donc, ce qui a permis de pouvoir, la première fois, donc, quand il est venu me dire qu'il était harcelé, il a su qu'on était à ses côtés. Maintenant, on ne se doutait pas que cette personne, c'était l'éducateur, qui savait tout, en fait, des enfants qu'il harcelait, puisque vu qu'il les entraînait et qu'il les voyait plusieurs fois par semaine, les enfants, les ados, entre eux, ils se racontent un peu leurs petites histoires. Donc, il avait tout à fait l'approche, mais idéale, pour en fait, en ciblant ces victimes qui étaient, comme disait madame, sous leur propre nom. Donc il savait qu'un tel, il aimait tel et tel, il savait exactement quels étaient en fait leurs goûts, que ce soit en filles, en sport, en tout. Mais ce qui est grave et que les gens doivent savoir, c'est qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas parce que vous prévenez vos enfants que vous n'êtes pas à l'abri que votre enfant ne soit pas touché. Et que diriez-vous justement aux parents qui nous écoutent? On a entendu Patrick Jeanbresse en parler en disant s'il y a des signes, s'il y a des alertes, il faut absolument faire quelque chose et réagir le plus vite possible. Que diriez-vous aux mamans qui nous écoutent ce midi? Ne vous dites pas que vos adolescents changent parce qu'ils sont adolescents. Un adolescent, de toute façon, change, il évolue. Donc, à un moment, en fait, il devient un peu plus... il se renferme un peu sur lui-même parce que déjà, tout change, son corps, ses amis, il se pose des questions sur lui-même. Et souvent, on vous dit, mais non, c'est un adolescent, c'est normal, il change et tout. Et en fait, nous, c'est ce qui s'est passé. Et ben non. En fait, des fois, vaut mieux... tant pis, mettre les pieds dans le plat et puis vous tromper parce qu'en fait, il n'y a rien et qu'en fait, c'est simplement un adolescent qui change. Mais voilà, surtout, ne dites pas ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas vrai. Alors, comment agir, comment prévenir, justement, on va l'évoquer dans un instant. On va écouter, si vous voulez bien, celle qui était notre invitée sur ce plateau il y a 15 jours. C'est la députée du Calvados, Laurence Dumont, qui fait partie de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Vous allez voir ce qu'elle propose, justement. Pour les parents, c'est compliqué même de détecter ce genre de drame qui se profile. Donc il y a l'éducation au numérique, absolument Vous êtes, essentielle. maman de 2 adolescentes, je crois. Absolument, de grandes adolescentes. Mais donc je vois bien au quotidien ce qui se passe, l'usage des réseaux sociaux. Et puis il faut aussi développer dans les lycées, je sais que ça existe, mais peut-être insuffisamment encore, des référents. C'est-à-dire ce sont des lycéens eux-mêmes qui sont formés pour recueillir la parole de ces adolescents qui parfois sont sujets de rumeurs ou de harcèlement. Et donc il faut aussi que ce soit des pères, des lycéens de leur âge, qui puissent être en échange avec ces enfants ou ces ados. Voilà, des lycéens qui seraient des référents en fait, dans les cours d'école pour recueillir la parole de ces adolescents et puis alerter eux-mêmes quelque part. Patrick Jeanbresse, c'est ça l'avenir? C'est une des solutions? C'est à l'école que ça se passe? C'est une des pistes. En tout cas, effectivement, il ne faut jamais escamoter l'importance de l'éducation des parents. Et sans à l'excès défléchir tout sur l'école. Mais pour autant, je pense que l'école devrait, dans les mois, si ce n'est déjà fait dans certaines écoles, il y a déjà des expériences, mais l'école devrait comporter dans ses programmes, dès l'école primaire, de l'éducation au numérique. Pour les enfants, mais bon, en âge de comprendre, à partir de 6-7 ans, quoi. D'accord. Et ensuite, effectivement, penser à un continuum avec la technique des grands frères que vous avez évoqué, des référents dans les lycées, de telle sorte que ça puisse être encadré, à la fois que l'éducation soit faite auprès des enfants et qu'ensuite ça puisse être encadré par les adolescents entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas une question justement de formation également des enseignants? Parce que vous en parlez parfaitement, vous voyez bien ce qui peut être fait au contact de ces adolescents que vous recevez là, à la maison des adolescents. Mais est-ce que les enseignants ne doivent pas être formés, Élodie Fragot, à cela? Ah oui. Pour apporter la bonne parole, la bonne réponse. C'est complètement nécessaire. Maintenant, je voudrais attirer juste l'attention sur le site de la CNIL. Vous avez des fiches pédagogiques toutes prêtes à l'attention des parents, direction des enseignants, adaptées en fonction de l'âge des mineurs. Donc, il y a déjà tout un tas de ressources pédagogiques sur lesquelles s'appuyer. Mais effectivement, la prévention, je ne sais pas si on l'appellera comme ça, mais peut être aussi un moyen à développer. On va laisser un numéro de téléphone, un numéro vert qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps. C'est le 0800 200 200. S'il y a justement des parents qui veulent se confier ou des adolescents qui peuvent se confier près de ceux qui sont à l'écoute. Madame, je voudrais vous poser une question. Qu'attendez-vous justement d'une affaire comme celle-là? C'est faire de la prévention, dire aux autres parents, aux autres adolescents, faites attention? Alors... surtout aux adolescents, n'hésitez pas à en parler. Vous êtes des victimes,
vous n'avez pas à avoir honte. C'est un adulte qui vous a demandé de faire des choses qui ne sont pas naturelles. Il ne faut pas avoir honte. Et on attend également que le gouvernement, en fait, fasse avancer les choses. C'est-à-dire que c'est vrai que à notre époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, il y a ce problème. C'est un fléau, en fait. Donc, il faut que les lois changent pour que les sanctions soient sévères et que les pervers, en fait, sachent ce qu'ils encourent réellement. Vous n'êtes pas d'accord quand Madame dit c'est un fléau Internet? Autant j'ai apprécié on ne peut plus ce que vous avez dit concernant l'adolescence. Je me suis dit, mais cette dame devrait parler des adolescents, elle en parle admirablement. Quand vous disiez, au fond, un adolescent, il ne change pas au prétexte qu'il est adolescent. Vous décriviez, au fond, ce qu'on dit, l'adolescence, c'est la continuité dans la rupture. Et vous l'avez dit autrement mieux que ce que je viens de dire. Autant, quand vous parlez d'Internet en évoquant qu'il puisse s'agir d'un fléau, je pense que c'est excessif. Et je pense que c'est excessif aussi en me plaçant de la place des adolescents. Je pense que c'est un fantastique outil pour les adolescents, un fantastique outil de mise à l'épreuve d'eux-mêmes et d'essayer leurs diverses identités. Vous savez, à l'adolescence, on se cherche, comme on dit assez familièrement, on se cherche. On cherche qui on est et on doit déterminer qui on est. Et on doit déterminer qui on est, être différent de tous les autres, à commencer par ses parents. À la fois avoir et rendre grâce à ses parents, mais aussi être différent d'eux. Et je pense que Internet est une fantastique possibilité pour les adolescents de s'éprouver sans trop de risques, à part les risques dont on a parlé là. C'était dans le sens où c'est plus facile pour un pervers d'être caché derrière son ordinateur pour en fait agresser sexuellement les enfants. C'était dans ce sens-là en fait. C'est dans le sens où c'est facile pour eux, puisqu'en fait c'est pas leur profil, c'est une fausse image. C'était plus dans ce sens-là. Je suis complètement d'accord avec vous, mais effectivement c'est pas Internet qui fait les pervers, c'est les pervers qui utilisent Internet. Tout à fait, ça je suis d'accord. Voilà, c'était dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce que disait justement l'avocat du prévenu tout à l'heure, c'est pas le procès d'Internet, c'est pas le procès des réseaux sociaux, c'est le procès d'un homme. On parlait de l'éducation nationale justement, et on arrive pratiquement à la fin de cette première partie de La Voix est libre. Comment les enseignants peuvent répondre à des affaires comme celle que vous avez connue? Les enseignants, déjà, ils ont beaucoup de travail. Donc, si en plus, il faut qu'ils gèrent cette problématique-là, je pense qu'il faudrait mandater en fait des adolescents qui peut-être ont été victimes, déjà de faits comme ça, qui sont plus à même d'en parler et de faire de la prévention. Bien sûr, accompagnés d'un adulte à côté, mais je pense que les victimes sont plus à même de parler. Vous avez parlé justement avec des enseignants depuis ces derniers mois là? Non, parce qu'en fait, moi, mes deux enfants, j'en ai un du coup qui a repris une activité professionnelle en attendant de retrouver une voie pour son avenir. Et mon deuxième donc est également sur le marché, dans le monde du travail. Donc en fait, je ne vois pas de professeur ni d'instituteur. On va poursuivre cette discussion tout à l'heure, après le journal de la mi-journée. On découvre peut-être un dernier dessin de Chonu et un dernier commentaire. Écoutez, Franck, former les jeunes au droit, puisqu'on a un avocat ici, après le bac, ils vont faire du droit. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Nous sommes déjà assez nombreux. Ah, vous voyez, très corporatiste. Voilà, ce sera le mot de la fin de cette première partie. On va se retrouver dans quelques minutes, juste après le journal de la mi-journée, pour poursuivre cette émission. Madame Denier, merci d'avoir participé à cette Voix est libre. Vous laisserez votre place dans quelques minutes à un autre parent qui a connu justement cette affaire de l'intérieur, si j'ose dire, avec un enfant, deux enfants d'ailleurs, qui ont été victimes de cyberharcèlement. À tout de suite. Bonjour, rebonjour, retour dans votre émission La Voix est libre. On évoque ce midi les dangers des réseaux sociaux près des adolescents. On compte aujourd'hui en France 2,5 millions d'ados qui surfent sur Internet et les réseaux sociaux. Des internautes qui sont de plus en plus jeunes. Un adolescent de moins de 12 ans sur 3 a déjà sa tablette numérique. 68%, ce sont des chiffres qui ont été communiqués par une enquête Ipsos. 68% des 13-19 ans ont déjà leur téléphone
portable. Ça paraît effarant comme cela, mais c'est une réalité. Comment éviter les dérives, les pièges, comme cette affaire de Lisieux où 17 adolescentes étaient victimes de corruption de mineurs avec un adulte qui se faisait passer pour une fille. Madame, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint pour la deuxième partie de cette émission. Je précise que 2 de vos fils ont été victimes de cyberharcèlement. On vous entendra dans un instant. Quelle prévention, justement, face à un phénomène qui paraît inarrêtable? On découvre le dessin de Chaudu à l'instant, justement. Oui, la prévention routière et maintenant apprendre à naviguer sur la toile. Il va falloir aussi des airbags, des ceintures de sécurité. Voilà. Il faut qu'on apprenne à rouler sur cet espace infini. Alors, je vous propose, avant de vous laisser la parole, d'écouter ces quelques réactions recueillies cette semaine à Caen. On a eu plusieurs affaires là ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Je pense qu'il faut faire attention. Il y a des campagnes de sensibilisation dans les collèges et les lycées qui sont plutôt bien faites. Et après, il faut faire attention. Il y a le danger, entre guillemets, partout. Nous, personnellement, on n'a pas les réseaux sociaux parce que déjà nos parents nous l'interdisent et ça fait un peu peur quand même. Après, ça dépend beaucoup des familles aussi, où les parents essayent de s'interposer entre Internet et l'enfant, mais non, il n'y a pas de contrôle obligatoire. Donc l'enfant qui veut mettre des photos, de toute façon, il y arrivera. Aujourd'hui, ils maîtrisent de plus en plus les nouvelles technologies, parfois mieux que leurs parents, donc ouais, il y a forcément des risques. On a l'impression que sans portable, sans réseaux sociaux, on est coupé du monde, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Quand on est dans la spirale, on sait pas vraiment qu'on est dedans et on est tous dépendants. Et je pense que c'est de pire en pire puisqu'on grandit avec et on se rend pas compte, à mon avis. Et je sais pas si on peut en sortir. C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut en sortir, dit cette jeune fille. Madame, bonjour. Je le disais, vous avez 2 enfants, 2 garçons qui ont été victimes de cyberharcèlement. C'est cette affaire dont on a parlé cette semaine dans la presse avec cet éducateur sportif de 38 ans qui se faisait passer pour une jeune fille. Est-ce que vous avez le sentiment que vos fils ont été pris dans une spirale? Complètement. Une fois en fait qu'ils ont ce contact avec cette jeune fille, qu'ils sont en confiance avec elle, qu'ils commencent une fois à faire cet acte sexuel, là c'est fini. Là la spirale, l'engrenage est fait, je dirais, et ils ne peuvent plus s'en sortir. Quand on parle de piège des réseaux sociaux, est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que vous avez le sentiment que vos enfants ont été piégés? Complètement. Oui, ils ont été piégés. Ils ont été piégés puisque c'était quand même quelqu'un qu'ils connaissaient. Ils se sont confiés à cette personne pour certains en lui disant on est harcelé, on a quelqu'un qui nous embête sur Internet. Il leur disait toujours c'est rien, retournez-y quoi. Alors, on voit les dégâts que cela peut faire. Comment vont vos enfants? Excusez-moi. Vous posez la question, mais c'est normal. Le deuxième, je dirais, va mieux puisque, avec la presse, etc., il a pu énormément en parler. Quant à mon fils ça fait partie de sa thérapie, je crois. Complètement. Ça lui a fait du bien et pour lui, enfin, il sait qu'il est victime, il le dit, il l'a compris. Pour mon aîné, c'est plus compliqué. Lui a 17 ans et ne veut pas vraiment en parler, en fait. Patrick Jean-Vresse, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à la Maison des Adolescents. À Caen, qu'est-ce que l'on dit à une mère comme cela, justement, qui a constaté les dégâts que cela pouvait faire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les adolescents particulièrement, mais au fond, tous les humains que nous sommes, on va dans les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux pour aller à la rencontre d'un autre. Et pour aller à la rencontre d'un autre qu'on ne connaît pas, a priori. Au fond, c'est une aventure. C'est une aventure assez passionnante au début. Et comme toute aventure passionnante, eh bien, elle peut avoir des effets désastreux et des méfaits assez dramatiques. C'est le principe de la rencontre aventureuse. Et on peut rencontrer à tout moment quelqu'un qui se déguise, qui travestit sa personnalité, qui travestit son être. Et ensuite, c'est l'engrenage dont on parlait. C'est séduction, manipulation, contrainte. Alors comment prévenir ce genre d'affaires? Comment réagir? On a commencé à l'évoquer tout à l'heure.
les smartphones, les tablettes sont aujourd'hui rentrés dans notre quotidien et dans le quotidien des jeunes, parce que dès 4 ans, on s'aperçoit d'ailleurs, selon cette enquête Ipsos, qu'il y a déjà 19% des jeunes entre 1 et 6 ans. Alors, 1 et 6 ans, c'est large, c'est la fourchette qui est donnée dans cette étude Ipsos. 19% des jeunes enfants qui ont déjà une tablette à la maison. Élodie Fragot, justement, quelle prévention et qu'est-ce qu'on dit aux parents? Faites attention. Alors, je dirais qu'il ne faut pas interdire, mais par contre, je pense qu'on peut quand même poser des règles d'utilisation, redéfinir des règles d'utilisation des outils à la maison. Pouvoir aussi équiper les équipements. Quand je reçois des parents à la maison des ados, certains d'entre eux n'ont pas activé les contrôles parentaux. Alors c'est tout bête, mais parce qu'ils savent pas comment faire, donc c'est aussi leur montrer. Et puis je pense que je rebondis là sur le reportage. Il y a quand même des jeunes qui disaient, moi, j'y ai pas droit. Alors sans tomber forcément dans l'interdit, à mon avis, il faut quand même poser un cadre autour de l'utilisation de ces tablettes en fonction de l'âge de l'enfant et du smartphone. Il y a quand même beaucoup de parents qui confisquent le téléphone le soir avant d'aller se coucher. Pas qu'ils confisquent. Mais à quel moment, justement, on permet à ces jeunes? Est-ce qu'il faut fixer des limites? Est-ce que on a 2,5 millions de jeunes qui ont soit un téléphone portable, soit une tablette, rien qu'en France? Maître Jean-Marie Agnès, comment on aménage cette loi? Parce qu'on voit qu'il y a des dérives, qu'il y a de plus en plus d'affaires qui arrivent devant les tribunaux. Avant de commencer à parler de l'amélioration éventuelle de la loi, parce qu'il y a à réfléchir effectivement là-dessus, pour regrouper tout cela autour des moyens nouveaux de communication et des conséquences. Il faudrait s'assurer que les lois actuelles, qui sont imparfaites certes, sont déjà bien intégrées, soit du côté des victimes, c'est-à-dire je vais m'expliquer, soit du côté des auteurs potentiels. Alors, du côté des victimes, c'est pas tellement un problème de digestion de la loi, mais de prendre conscience qu'on peut quand même être victime d'un délit, parce que ce sont des délits pour la plupart des cas, et de dire ça n'arrive pas qu'aux autres, par les moyens de la prévention, etc. Mais madame, justement, pour faire rebondir le débat, est-ce que vous disiez, maître, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous aviez le sentiment d'être protégé? Oui et non, je dirais. Moi, j'ai 6 enfants. Effectivement, ils ont tous des tablettes. Après, on ne peut pas toujours être derrière nos enfants. On ne peut pas. Ils vont se connecter n'importe où. Moi, le soir, par exemple, je monte toujours à 10h30, 11h, avant d'aller me coucher. Et là, je montais, tout était éteint, les portables étaient éteints, tout était rangé. Je descendais, je me couchais. Et au final, ils rallumaient puisqu'ils avaient cette obligation, je dirais, d'être connectés sous peine de... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour pas que ça arrive? Pour pas que ça arrive, alors là, ça serait plutôt... Moi, je pars un peu du principe que Internet, c'est la vie de nos enfants, c'est leur futur. Maintenant, tout se fait par Internet. C'est aux adultes de ne pas aller leur faire des choses pareilles. C'est l'adulte qui doit être responsable, pas l'enfant. Patrick Jeanvresse. Oui, je partage complètement votre point de vue, madame. Et effectivement, les numériques, le changement progressif du monde, eh bien, il s'ouvre pour nos enfants, pour nos générations futures. Donc, ce serait aller à contre-courant que d'effectuer auprès d'eux un hyper-contrôle de l'utilisation de ces outils de demain. Pour autant, l'enseignement, justement, parce qu'il nous reste quelques secondes maintenant d'émission. Oui. Quel enseignement on pourrait tirer de ces affaires qui se multiplient, on l'a vu? C'est revenir à un peu d'humanité, mais à un peu d'humanité de base. Ce dont on a le sentiment, c'est que... Et revenir dans le monde réel un peu plus. Ces nouveaux outils du numérique mécanicisent ou éloignent notre besoin relationnel de proximité, qui est le propre de l'humain, propre de chacun d'entre nous, quoi. Et j'ai le sentiment que nous devons rester, nous, vigilants, les adultes, à toujours... conserver, voire même éduquer nos enfants dans la relation, ce que j'aime à dire, dans la relation qui est un peu dans les yeux. La relation, c'est dans les yeux. La relation, c'est dans les yeux. On terminera par cette phrase. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission La Voix est libre. Merci, Chonu, on découvre votre dernier dessin. À l'instant, un mot.
Écoutez, je pense que voilà, quand madame ira coucher ses enfants, ils peuvent toujours lui envoyer un SMS. Tout va bien, maman, on est couché, tout va bien. Merci Chonu, merci à tous les quatre. Bon week-end et à la semaine prochaine.